Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la Bridgecham, un webinaire que nous avons décidé de dédier au secteur du transport et de la logistique. Ce soir, nous allons parler innovation, opportunités et défis. La crise du Covid, comme tout le monde sait, a été une source de nombreux défis. Des défis qui ont fait émerger aussi des opportunités. Le Maroc a indiscutablement une carte à jouer pour porter plus haut, plus loin son secteur du transport et de la logistique. Ces bases en matière de logistique sont solides. Des efforts considérables ont été faits ces 15 dernières années en matière d'autoroutes, de trafic portuaire et ferroviaire. Un chiffre peut illustrer mes propos. Selon l'Agence marocaine de développement de la logistique, ce secteur a contribué à hauteur de 5,48% au PIB national en 2019, soit une valeur ajoutée générée de l'ordre de 56 milliards de dirhams. Ce soir, nous allons parler futur avec nos trois intervenants de marque. Je remercie M. Zaid Fassifiri, directeur général de United Seaways, d'être avec nous ce soir. United Seaways est un armateur britannique qui développe des lignes maritimes avec des liaisons stratégiques. Vous venez justement d'annoncer une nouvelle ligne directe entre le Maroc et le Royaume-Uni. Nous verrons avec vous quelle opportunité apporte le Brexit en termes de transport, comment cette nouvelle liaison Maroc-Royaume-Uni peut-elle optimiser le coût de transport et accélérer les échanges entre les deux pays, et quels sont les challenges à venir. Je remercie chaleureusement aussi M. Nicolas Bourdon, directeur logistique à Timar, pour sa participation. Timar qui est une référence logistique au Maroc. Nous verrons avec vous comment la pandémie vous a impacté, mais surtout quels sont les challenges que rencontre encore le secteur transport et logistique au Maroc. Vous nous parlerez également des innovations digitales et quelle est la solution d'avenir et quel type d'activité. Merci aussi à M. Mostafa Dahmani, directeur des risques de spécialité de développement international Atlanta Sanad. Nous verrons avec vous quelles ont été les mesures prises afin de contenir l'impact de la pandémie sur les secteurs du transport et de la logistique et quels nouveaux services et innovations peuvent émerger à l'avenir. Ce webinaire est le vôtre, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Avant de donner la parole à notre modérateur et ami Landry Benoît, je tiens à remercier nos partenaires OCP Group, Spirit Aerosystems, Bank of Africa, Maroc Clear, Sozumar, Payas Bank, ANP, Atlanta Sanad et SMEA. Merci à tous et bon webinaire. À toi, Landry. Merci Karim. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Bridgecham. Transport et logistique entre innovation, opportunités et défis. C'est donc le sujet que nous allons décrypter, tenter de décrypter modestement de A à Z ce soir avec nos trois intervenants. Karim vient de faire la présentation. On va donc donner la parole dans quelques instants à M. Ziad Fassifiri, qui est donc le directeur général d'une compagnie maritime britannique qui a des ambitions ici au Maroc. C'est vrai qu'on a, vous le savez, cet accord d'association qui a été signé entre le Maroc et le Royaume-Uni depuis maintenant plusieurs mois. Peut-être un accord de libre-échange qui pourra aboutir dans les prochains mois. Ça ouvre de nouvelles perspectives de coopération, d'échanges économiques. Et donc, il y a des acteurs qui commencent à se lancer justement dans ce marché. Ils ont bien raison. Nicolas Bourdon, qui est avec nous également ce soir, directeur logistique de Timar. On ne présente plus Timar, bien évidemment. On verra avec lui justement quelles ont été peut-être les innovations qui ont été mises en place, les changements qui ont été opérés durant ces derniers mois avec cette crise Covid, comment il envisage le futur également de la logistique. Et puis Mostafa Dahmani, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, qui est donc le directeur des risques de spécialité et développement international à Atlanta Sanad. On aura beaucoup de choses à dire sur le marché des assurances concernant le secteur du transport et de la logistique. Ce webinaire, vous le savez, c'est le vote. N'hésitez pas donc à poser vos questions. On va passer tout de suite la parole à M. Ziad Fassifiri avant d'interviewer Nicolas Bourdon et Mostafa Dahmani, et puis ensuite d'enchaîner avec la séance des questions-réponses qui sera bien évidemment à vous. Bonsoir Ziad Fassifiri. Bonsoir Landry, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis le directeur général de United Seaways, qui est une compagnie de droit britannique, oui, dont la mission principale est de créer de la croissance pour les entreprises britanniques via le développement de nouvelles voies maritimes pour des destinations qu'on estime stratégiques.
la réalité du Brexit a Et vous conditionné. venez donc d'ouvrir votre bureau au Maroc. Ça fait combien de temps que vous êtes présent ici au Maroc? Quel est l'historique de la Alors, société? Avant de parler de l'annonce, hein, peut-être mystère dans quelques minutes. oui, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est aussi, je parlerai du premier voyage, enfin du premier transport qui partirait de Tanger-Med vers Poole en Grande-Bretagne, donc qui se passerait, donc je l'annoncerai tout à l'heure, mais donc je continue un petit peu la présentation pour laquelle vous m'avez invité. Donc, effectivement, nous, au niveau de United Seaways, notre plan de développement est complètement conditionné par rapport aux défis du Brexit et le défi aussi de la chaîne d'approvisionnement, notamment post-Brexit. Et c'est naturellement quelque part que notre choix s'est porté sur le Maroc, notamment au fait des liens économiques et même d'amitié qui existent entre les deux royaumes. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la relation bilatérale entre les deux royaumes existe depuis plus de 800 ans. Donc d'ailleurs, je vous remercie. D'ailleurs, je remercie la Bridgesham pour cette invitation aujourd'hui et même pour la pertinence du thème de ce webinaire, qui est, pour rappeler, transport et logistique entre innovation et opportunités et défis. Donc pourquoi ce webinaire est pertinent? Parce que bon, il s'inscrit bien sûr dans la réalité du Brexit, mais aussi la réalité de nos sociétés après la crise de la pandémie du Covid-19 font que les activités de logistique et du transport restent d'une importance primordiale pour les économies mondiales. Et aujourd'hui, ma petite présentation va s'articuler autour de 3 axes. D'abord, je vais parler le Brexit est une opportunité pour tous. Après, je parlerai des ambitions de United Seaways. Et je finirai avec les défis et les challenges à venir. Donc, pour commencer, par rapport à pourquoi je dis que par rapport au Brexit, comme vous le savez, depuis 2020, un accord a été signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au terme duquel, à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l'union douanière. Donc, je serais poussé à dire que est-ce qu'il y a un gagnant ou un perdant? Tout le monde sera gagnant. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu là-dessus. Le Brexit, déjà pour l'Union européenne, aussi serait un avantage parce que bon, un Brexit, pour moi personnellement, pourrait en cacher un autre. Plusieurs pays, étant tentés par quitter le cadre un peu protecteur, même un peu strict, contraignant par moment de la construction européenne, et même dans notre domaine à nous, du transport, on voit bien que les formalités douanières, les normes, même le cadre communautaire est souvent vécu par les opérateurs comme un cauchemar. Donc, dans ce sens, c'est pour ça que je dis quelque part que le Brexit aussi pourrait conduire l'Union européenne à réformer ce modèle, peut-être pour continuer à demeurer attractif. Bien entendu, le Brexit par rapport à l'Union européenne, par rapport au Royaume-Uni, bon, bien sûr que c'est une opportunité. D'ailleurs, c'est d'abord une volonté populaire du peuple. Et le Royaume-Uni a toujours su se réinventer. Et là, encore une fois, il devra le faire, même si, par principe, avec l'Union européenne, on peut dire encore que la libre circulation des marchandises continue. C'est-à-dire que même, ils ont quand même signé un accord avec l'Union européenne qui continue. Il y a encore une zone de libre-échange ambitieuse, sans droit de douane et de quotas qui existe entre eux. Mais dans la réalité des faits, nous pensons que le Royaume-Uni doit trouver de nouveaux partenaires commerciaux et cela passe aussi par des nouvelles solutions de transport maritime et de transport en général d'ailleurs. Et d'où d'ailleurs l'essence même de United Seaways et de cette voie qui existe entre Tanger-Med et le Royaume-Uni. Et dans un troisième temps, le Brexit par rapport au Maroc, au royaume chérifien, comme vous le savez, bon, le Maroc, depuis 2008, a signé un accord cadre d'association pour le statut avancé avec l'Union européenne. Bon, qui témoigne quand même de la volonté du Maroc de s'arrimer au marché européen, ce qui a quand même permis au Maroc d'intégrer un marché intérieur européen très intéressant. Mais comme vous le savez, les nouvelles réalités actuellement
et notamment avec la crise du Covid-19, font qu'il y a une certaine forme de nationalisme, comment dire, qui s'accompagne même des fois avec une montée des protectionnismes. Donc, quelque part, on peut dire que pour le Maroc, ce qui est important, c'est que ce qui est important, c'est de se créer des nouvelles voies de transport maritime. Et actuellement, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Tangemed, qui actuellement réellement fait un travail extraordinaire et qui permet au pays, au Maroc, de s'ouvrir sur le monde et de diversifier même les acteurs économiques à travers le monde. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment remercier Tangemed et j'en profite pendant ce webinaire par rapport au travail, à leur réactivité. Ils sont très, très réactifs, ils sont très bons. Et nous avons, au sein de United Seaways, vraiment, on a été traité extraordinairement bien. On voit très bien le travail qu'ils font tous les jours et qui est colossal. Et donc, de ce côté-là, je remercie Tangemed. Sur ma deuxième partie, quelque part de présentation, je voudrais vous parler un petit peu des ambitions de United Seaways. Donc, c'est une ligne qui va aller de Tangemed vers le port de Poole en Grande-Bretagne. Ça va être un bateau d'une capacité de 120 camions. Pour commencer, on va commencer avec une fréquence de 1 fois par semaine. Donc, nous, notre cœur de métier fait que, en fait, sur quoi on a bâti, c'est qu'en 3 jours, de Tangemed jusqu'à le port de Poole, on met 3 jours pour y arriver. Quand il faut un minimum de 5 à 6 jours pour arriver quelque part à la même destination par route. Et sans parler des imprévus, bien sûr, à ce moment, je suis en train de prêcher pour ma paroisse, mais on sait qu'il y a des grèves ou même des travaux ou en tout cas des problèmes de formalité qui font qu'il peut y avoir des retards. Et même si, bon, c'est un petit peu politique, mais c'est une réalité qu'il va falloir quand même prendre en compte et que c'est sporadique, mais ça arrive. Il y a aussi des manifestations qu'on a vues contre les produits marocains en Europe, notamment sur la route entre le Maroc et l'Angleterre. Donc, de ce côté-là, nous pensons que aussi on pourrait rapporter des solutions. Mais aussi, étant donné que le principal de notre activité se concentre sur le transport de marchandises, de fruits et de légumes, donc c'est des produits qui périment rapidement. Donc, plus vite le produit arrive sur les étals des supermarchés, plus la durée de vie est importante. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous pensons que United Seaways va créer aussi de nouvelles débouchés pour le Maroc et pour les entreprises marocaines. Et ce qui est important, je vous en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas, par rapport au coût, nous pensons que nous sommes à peu près dans les mêmes coûts que le reste des transporteurs, mais avec un deadline, un délai plus court. Donc, ce qui est important et sur quoi on a mis l'emphase, c'est le time to market. Donc, on préfère un transport qualitatif. Et aussi, bien sûr, on pense aussi que l'activité de United Seaways va créer des emplois directs et indirects dans les 2 royaumes. J'en suis la preuve aujourd'hui même. Et donc, les principaux secteurs concernés dans notre activité sont, je dirais tous, je dirais tous les secteurs qui exportent ou qui désirent exporter vers le Royaume-Uni, et même les entreprises britanniques qui exportent ou qui veulent importer du Maroc. Donc, on crée des liens, on crée du flux entre ces 2 nations et ces 2 pays. En particulier, on a mis l'accent sur les produits frais qui sont des produits à forte valeur ajoutée. Donc, à bord de nos navires, la chaîne de froid est respectée. Nous avons en fait des ingénieurs à bord qui vont garantir la sécurisation de la marchandise, ce qui fait que de chez le producteur jusqu'au consommateur final, la chaîne de froid va être respectée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a préféré axer nos transports sur la qualité. Donc, c'est un transport qualitatif. Pour nous, c'est primordial. Comme, bon, par rapport au calendrier, nous pensons on va commencer le lundi 4 septembre 2021, bien sûr, et nous pensons avoir une fréquence de 1 transport par semaine pour débuter, et on montera en charge par la suite. Sur ma 3e partie, qui est les défis et les challenges à venir,
Donc voilà, actuellement la forte croissance du commerce international, principalement due au fait de la globalisation des échanges et la numéralisation de l'économie mondiale, sont d'une importance de premier ordre actuellement. Et il est stratégique dans le contexte où nous vivons de transformation des acteurs du commerce international qui nous pousse à surmonter ces défis que sont les défis technologiques, sociétaux, environnementaux et bien sûr économiques. Mais si je devais parler de l'Afrique, bon, si je devais parler de l'Afrique par rapport aux défis de l'Afrique, je dirais simplement que ce que je conseillerais, c'est d'investir intelligemment. Quand je dis investir intelligemment, c'est-à-dire que tous les pays d'Afrique ne pourront pas avoir un hub de classe mondiale. Je pense 4 ou 5 pays pourraient s'en sortir, pourraient prétendre à ce qualificatif. Et il y aura bien sûr des sous-hubs, il y en a déjà dans la région et ça existe déjà. Et dans ce cas, nous pensons au sein de United Seaways, même mondialement maintenant, que le Maroc s'inscrit complètement dans cette dynamique, notamment avec Tangemed. Simplement, faut-il le rappeler que Tangemed est déjà dans le top 50 mondial des ports actuellement, et un petit peu plus que 10 ans d'activité. Donc, c'est extraordinaire et ça ouvre des perspectives extraordinaires pour le Maroc. Après, si je devais parler de défis environnementaux, bon, par rapport à notre métier à nous, c'est souvent l'optimisation des routes de navigation qui nous permettent quelque part de répondre à ces défis environnementaux. C'est-à-dire que la réduction des émissions de carbone en utilisant le transport de marchandises routier, on va dire, de marchandises maritimes, enfin de transport maritime, est de facto moins polluant que des camions qui partent sur la route. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que si je prenais nous, notre bateau fait 120, notre bateau peut prendre jusqu'à 120 camions. Si je prenais 120 camions qui partent du Maroc et qui traversent l'Europe, à contrario de les mettre sur un bateau et qui vont directement en Angleterre, effectivement, l'impact des émissions de carbone serait moindre. Donc, dans ce sens, c'est pour ça que je dis que aussi le transport est plus respectueux. Et si je devais parler aussi des défis à venir, on sait que l'urgence pour les acteurs actuellement dans le secteur maritime et dans l'économie en général reste principalement le Covid. Donc tous, on se bat pour surmonter cette crise, mais on a remarqué que malgré le Covid, dans le transport maritime, on est encore entre 80, au niveau mondial, on est encore entre 80 et 90% du transport mondial. Donc il a encore un bel avenir devant lui. Et à cet effet du transport, même le transport maritime, si je devais faire un rapport par rapport au coût, il reste néanmoins moins coûteux par rapport au tonnage et au kilomètre effectué. Donc, si je devais un petit peu synthétiser, quelque part, j'aurais cinq grands défis ou challenges. La mondialisation dont on a déjà parlé. Le deuxième serait la digitalisation, donc qui est un secteur qui est appelé à collecter, à organiser, à partager les différentes données et en grande quantité. On parle de big data qui proviennent bien sûr de l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de son environnement externe. Les objets connectés, on vit avec tous, j'ai un téléphone dans la main en vous parlant, tous sont appelés à de plus en plus se développer. Ce qui se passe par la digitalisation est important dans notre industrie actuellement, dans l'industrie du naval. Après, par rapport à la durabilité, qui est aussi un défi, quand on sait qu'actuellement la logistique, l'activité logistique génère à peu près environ 5,5% du total des émissions de gaz à effet de serre. Le transport routier à lui seul de marchandises pèse pour les 2/3 dans les émissions à effet de serre. Donc, une logistique durable est plus que jamais d'actualité. Et par rapport à un autre défi, si je peux dire, c'est les flux retours. Qu'est-ce qu'on appelle? Actuellement, pour des raisons environnementales, donc de durabilité, le recyclage est appelé à se développer pour des raisons marketing, c'est-à-dire un satisfecit de la clientèle. Les retours vont s'accroître. D'où l'importance de la logistique inverse, qu'on dit en anglais le reverse logistic, qui veut dire la logistique inverse concerne toutes les opérations liées à la
réutilisation des produits ou des matériaux. C'est le processus de déplacement des marchandises à partir d'un lieu de livraison finale afin de capter plus de valeur additionnelle ou même de la manière de les approprier, de les éliminer. Comment, en fait, qui s'inscrit complètement dans le renouvelable, etc., dans tout ce qui est écologique, le tri des déchets, par exemple, etc. Mais le principal des défis pour moi et le plus important, c'est la formation. La formation des métiers de la logistique et du transport sont indispensables pour promouvoir une économie intégrée dans la réalité que le monde globalisé. Je m'explique. Bien sûr qu'un pays qui développe ses infrastructures a en effet développé l'outil, mais il est important de signaler que la formation, c'est développer l'outil humain, c'est d'investir sur l'humain. Et à mon avis, c'est le principal atout de toute société qui désire se développer. Et pour conclure, j'appellerai bien sûr, je souhaiterais dire quelques mots en conclusion sur l'importance qu'on constitue l'innovation dans le domaine du transport et de la logistique, mais pas l'innovation dont on a déjà parlé, qui a caractère technologique, digital ou même économique. Les innovations qui me paraissent fondamentales sont de deux ordres, en tout cas pour ma personne. L'innovation en termes organisationnels, il faut que l'ensemble des parties prenantes de notre société doivent apprendre à travailler ensemble, à travailler mieux, si je puis dire, à travers des enceintes ou des plateformes de concertation qui dépasseraient le simple échange organisationnel professionnel que l'on connaît, même plus d'interaction, pour ce qui va permettre une créativité innovante sur la chaîne de production afin d'atteindre nos objectifs environnementaux par rapport à nos deux pays, c'est-à-dire au Royaume-Uni et au Maroc. Et dans un deuxième temps, c'est l'innovation juridique, en termes juridiques. Pourquoi je dirais ça? C'est que la sécurité juridique des opérations que nous effectuons tous les jours reste une préoccupation majeure. Ceci, d'autant plus qu'elle revêt souvent un caractère international dans ces activités de transport et que lorsqu'un litige se produit, les conséquences peuvent être assez désastreuses. Donc là aussi, je pense qu'il y a matière à innovation. Mais bon, peut-être que pour cela, il faudrait un autre webinaire dont on parlerait par la suite. Bon, je vous remercie pour votre attention et puis je pense passer la parole à M. Nicolas Bourbon, directeur logistique de Timar. Merci Ziad Fassefiri. Bon, intéressant, et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'industrialisation, de décarbonisation de l'industrie, notamment ici au Maroc. C'est le quatrième pilier du nouveau plan d'accélération industrielle. Donc, effectivement, ça peut être intéressant, et vous l'avez souligné, pour des entreprises qui désirent aller sur le marché britannique, de passer et d'envisager de passer par du transport maritime que par du transport routier. Vous me disiez donc ouverture de la ligne le 4 septembre prochain. Oui, alors le 4 septembre. Et oui, peut-être plusieurs navires, 2, 3 à l'avenir en 2022. En fait, on ouvre le 4, le premier, ça serait le 4. Ça coïncide d'ailleurs avec la campagne d'exportation de fruitières qui commence en septembre à peu près. Oui. Et on pense réellement continuer à monter en puissance et même peut-être prendre d'autres lignes sur d'autres ports. Et oui, on est très intéressé par cette destination qui est le Maroc et par toutes les activités ou le flux qu'on pourrait créer entre ces deux nations et entre ces deux pays. Est-ce que vous sentez une certaine concurrence qui arrive, des acteurs concurrents qui arrivent ou pas encore? Bon, clairement, ça fait partie du jeu. La concurrence existe dans tous les secteurs et notamment dans celui-ci. Après, bien sûr qu'on essaie de s'adapter à tout cela et on espère en tout cas, étant donné qu'on est précurseur sur cette ligne entre la Grande-Bretagne et le Maroc, avoir déjà une petite avance et par la suite même la concrétiser. Mais effectivement, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire entre le Maroc et le Royaume-Uni. C'est clair et net. Et le Brexit aidant, d'ailleurs, c'est tout le thème de ce webinaire. Le Brexit a ouvert des horizons extraordinaires pour beaucoup de pays et notamment pour le Maroc. Voilà. Merci beaucoup, Ziad Fassefiri. Vous restez bien sûr avec nous pour les questions avec les auditeurs. Nicolas Bourdon est donc avec nous. Bonjour. Bonjour à tous.
directeur logistique de Timar. Peut-être d'abord pour commencer une réaction à ces entreprises qui commencent à regarder de près, hein, notamment le transport maritime, en l'occurrence United Seaways, le marché marocain. C'est prometteur? Bah, moi déjà, je vois j'ai entendu parler de connexion avec Tangemet sur lequel Timar est présent. Donc on est ravis de cette nouvelle connexion parce que ça va permettre d'amener du business sur le port de Tangemet sur lequel on a des activités de warehousing. Donc on ne peut être que ravis de ces initiatives. Après, peut-être qu'on peut parler de la success story de Timar. Je crois que c'est le premier point que vous voulez qu'on évoque. Bien sûr, bah, Timar, c'est vrai qu'on pourrait pratiquement ne plus présenter Timar, hein, tellement que c'est devenu un nom qui est une marque qui parle à l'oreille toute seule, la référence nationale du transport et de la logistique. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler des challenges du transport et de la logistique, parler de Timar elle-même, son historique rapidement, peut-être Nicolas Bourdon, et puis parler également des défis qui ont été présents ces derniers mois. Très bien. Donc Timar est une entreprise qui est une PME marocaine qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires consolidé, qui est présente, qui connecte en fait le cœur de métier, le transport international. Ça, c'est le cœur de business qui est maintenant sur tous les métiers de la chaîne logistique, donc en passant par le freight forwarding, donc aérien maritime, les connexions en groupage routier pour connecter l'Europe et le continent marocain au travers du continent africain au travers du Maroc. Des activités de transit, des activités de warehousing et des activités de domestique, transport domestique. Voilà, ça c'est la chaîne de service. C'est une entreprise qui a une quarantaine d'années de droit marocain, donc c'est une de ses particularités. Et ça, on en est assez fiers. Donc, on se revendique aussi être une PME et avec des valeurs d'une PME. Et ça, c'est très important. Et ça a été un des points qui nous a permis de nous en sortir dans cette crise, parce que le capital humain est la clé de réussite pour réussir ces virages et la formation. Mais il faut que le management et l'animation des équipes permettent aux équipes d'aller dans la même direction. Combien de salariés? Quelle présence en termes d'État? 300 sur le Maroc et 500 consolidés. Aujourd'hui, c'est en termes de positionnement géographique, donc il y a un certain nombre d'agents qui permettent de connecter tous les pays d'Europe, on va dire pour faire simple, avec l'Afrique et notamment le Maroc. Il y a des filiales qui sont en propre, notamment on est présent en propre en Espagne, on est présent en propre au Portugal, on est présent en propre en Tunisie, on est présent en propre au Maroc, bien évidemment, avec des filiales en zone franche, puisqu'on a une particularité, c'est d'opérer de la logistique dans les zones franches, donc avec des magasins avancés fournisseurs pour l'automobile et des hubs pour des flux qui voudraient se rapprocher de l'Afrique et livrer des stocks pour notamment des flux proches de l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez parlé de… Oui, Landry. Oui, je vous disais, vous avez parlé du capital humain qui a été un des facteurs qui vous a permis de résister à la crise de Covid, parce que un capital humain informé et puis un management stratégique, hein, si je reprends un peu vos mots tout à l'heure. Vous, comment vous avez traversé ces derniers mois au sein de Timar? Quels ont été peut-être les défis principaux auxquels vous avez été confrontés? Est-ce que vous voyez des opportunités, justement? La crise. Timar, ouais, c'est une très bonne question. La crise a été terrible pour tous les transporteurs, puisqu'il y a eu une vague où la clé de voûte de l'entreprise, c'est les flux. S'il n'y a pas de flux, bah, l'entreprise, elle meurt. Donc, il a fallu que l'entreprise réagisse très, très vite. Donc, elle a réduit tous les postes de coûts directs sur lesquels elle pouvait agir dans la chaîne des fournisseurs. Elle a demandé aussi des efforts auprès de ses salariés. Et là, ça a été un grand défi qui a été tout de suite compris par l'ensemble du management et l'ensemble des collaborateurs. Il a fallu aussi, bien sûr, mettre en place les mesures barrières. On l'a tous fait, mais chacun a sa mesure en fonction des contraintes des entreprises. Et on est dans des métiers de flux, donc ça a l'air simple de se dire on va faire du télétravail. C'est pas aussi simple que ça.
Donc, il a fallu faire preuve d'innovation, il a fallu faire preuve parfois de convaincre les équipes. Et on a eu plein de belles surprises parce qu'en fait, on s'est réinventé. Je crois que on a réinventé un petit peu la manière d'opérer nos process. Ça nous a permis de gagner des points de productivité, de travailler parfois mieux et les gens ont trouvé un certain confort dans le télétravail, lorsque c'était possible, bien évidemment. On a innové aussi sur l'animation des équipes, puisque animer des gens en télétravail, ben, on vous a perdu, Nicolas Bourdon. C'est pas la même chose qu'évidemment avoir des gens en face-to-face. C'est clair que c'est un autre mode de management. Donc, on a créé des ateliers de travail. On a eu un moment de creux un petit peu. Ça nous a permis de diviser l'entreprise sur certains projets. Et donc, l'entreprise s'est beaucoup focusée sur les aspects sûreté sécurité. Et depuis la semaine dernière, officiellement, Timar a eu le certificat ISO 28000, qui est le complément de l'ISO 9000, mais pour la partie sûreté sécurité. Félicitations. C'est un élément différentiel. Qui arrive dans une belle période. La sécurité, c'est des sujets qui sont sans fin. Ils sont très structurants. Ils permettent, dans ces moments de crise, de se dire, OK, je fais du télétravail. Et Zayed parlait tout à l'heure de sécurité des données et voilà, on est en plein dans ces sujets-là. Et donc, faire du télétravail, c'est aussi protéger les données de l'entreprise. Et donc, c'est des sujets qui sont au quotidien paraissant simples, mais il faut regarder un peu plus loin les horizons. Voilà, donc Timar est une entreprise qui est présente sur, on peut dire, la quasi-totalité 360 degrés, comme j'aime le dire, sur les métiers du service de la logistique, donc du transport international jusqu'à la livraison client final. Voilà, je parlais de présence géographique, donc on est présent aussi sur les pays d'Afrique de l'Ouest et le Grand Maghreb. Donc voilà, pour faire simple sur la présentation de Timar. Ouais. Quels sont les challenges justement que vous envisagez ou que vous percevez pour le secteur du transport et de la logistique ici au Maroc, Nicolas Bourdon? Écoutez, moi je pense que le premier défi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai insisté dessus et je pense qu'il y a des auditeurs qui sont des gens qui veulent se lancer sur le marché du travail et la logistique depuis une dizaine d'années cristallise beaucoup l'attention en matière de formation. Je pense effectivement que c'est la clé de réussite de l'avenir. Je pense que l'anglais, et ça tombe bien puisqu'on est sous l'égide de la Chambre de commerce anglaise, l'anglais est essentiel aujourd'hui pour la réussite des formations. Donc j'invite vraiment de tout cœur tous les gens qui nous écoutent à se former à l'anglais, puisqu'on est dans un monde de mondialisation, on est dans un monde où tout va très très vite et il ira de plus en plus vite avec la digitalisation. Aujourd'hui, moi je suis au contact de Chinois, de Coréens, de Hollandais, d'Allemands, voilà. Mon anglais n'est pas parfait, mais c'est vraiment essentiel. On est dans des métiers où tout va de plus en plus vite. L'information, elle s'accélère. Les métiers de coordinateur logistique, des gens qui ont une vision globale de la chaîne logistique en matière d'assurance, en matière d'incoterm, en matière d'organisation de transport, en matière de warehousing, sont les gens de demain. Voilà, clairement, le capital humain est très important, donc la formation est très importante. La manière dont on anime ces gens est aussi très importante, donc les valeurs d'entreprise sont essentielles pour une bonne réussite. On peut avoir des gens formés, mais si l'entreprise les anime mal, c'est pas voilà. Et là, je pense que la PME marocaine a de gros efforts à faire de ce point de vue. Donc, je vois donc une partie sur le capital humain, je vois une autre partie sur l'externalisation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui au Maroc, les principaux clients qui sont externalisés chez mes confrères logisticiens, donc quand je parle d'externalisation, je parle plutôt du métier de warehousing. On va dire que ce qui fait vivre la plupart des logisticiens prestataires de services en logistique, c'est beaucoup de multinationales qui, elles, sont matures, qui sont venues sur des marchés où ils ont voulu se développer sur des pays en voie de développement, dans le Maroc. Et donc, ils n'ont pas cherché à réinventer et à créer leur propre organisation logistique. Ils ont fait appel à des prestataires de services en logistique. Je pense que la PME marocaine doit continuer ses réflexions d'externalisation.
nous, on est ravis puisqu'on a récemment pu concrétiser un certain nombre d'externalisations. Et donc, ça, c'est un peu la force de Timar, puisque externaliser pour une PME, ça paraît simple, mais on est dans de la chaîne logistique. Et il faut un certain niveau de maturité pour que les deux parties puissent se comprendre. Donc, c'est pas tout de dire je vais externaliser, il faut un certain niveau de compréhension, puisque on externalise des contraintes. Donc, les contraintes soient contractualisées, il faut qu'elles soient claires, pour que la chaîne de valeur fonctionne et que au final, on ait une chaîne logistique qui soit forte et à la fin avec un client final qui soit satisfait. Donc, je pense que l'externalisation est un sujet très important en matière de warehousing et de transport en général. Évidemment, je ne peux que parler aussi du e-commerce. On a nos premiers succès e-commerce aussi en matière de logistique, d'entreposage. Donc ça, je pense que, on va dire, mes confrères et nous-mêmes, on est prêts à relever ce défi que d'accompagner le geste logistique. Ce qui sera plus compliqué pour le Maroc, c'est la réalisation du dernier kilomètre. Puisque là, ça demande des systèmes d'information qui sont collaboratifs avec les e-commerçants et avec le logisticien et avec le transporteur. Donc là, il y a un gros travail à faire. On voit sur les différents... je pense qu'il y a des entreprises de digitalisation supply chain marocaines qui sont qui l'ont bien compris et qui sont sur ce créneau. On voit beaucoup d'initiatives de e-logisticiens transporteurs qui essayent de couvrir une partie géographique du Maroc. Et la clé sera aussi dans ce dernier kilomètre sur les points relais. Ce qu'on appelle les points relais, c'est des points où finalement le colis peut être déposé dans un point relais pour que le consommateur final puisse venir le chercher à proximité de chez lui, puisque le dernier kilomètre, c'est un métier les numéros de rue au Maroc ne sont pas connus. On fonctionne avec des points repères et pas avec des numéros de rue. Donc c'est compliqué l'organisation du dernier kilomètre. Voilà quelques défis que je vois. Oui, voilà. Et pour les challenges, peut-être au niveau digital, tout à l'heure, Nicolas Bourdon, vous nous parliez de certaines procédures qui ont été mises en avant du côté de Timar au niveau digital. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être prises peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas forcément chez Timar, mais dans le secteur du transport et la logistique ici au Maroc? Est-ce qu'il y a des tendances digitales qui s'expriment? Oui, nous, dans le cadre des e-commerçants qu'on est en train de travailler, on est en plein atelier de travail. Enfin, on est au tout début, mais on sait qu'on va avoir des ateliers de travail à mener avec les transporteurs pour remplir correctement les déclarations transport, puisque c'est un geste administratif qui peut être soumis à erreur. Et là, la collaboration entre le transporteur et le logisticien est importante. Donc ça c'est la dématérialisation, la suppression de la ressaisie est un axe très important. Au niveau du paysage logistique marocain, il y a encore des problématiques de coûts, ça reste encore beaucoup élevé. On parle peut-être de renforcement des liens entre le public et le privé. Vous y croyez, vous? Après, avec la relance Covid, ce sont des choses qui peuvent s'accélérer dans les 10 prochaines années? Tout ira avec l'externalisation des entreprises. Les logisticiens continueront à croître si la PME continue à externaliser. Maintenant, il y a effectivement sur la partie bâtiment, la partie foncier logistique est de qualité, on va dire, parce qu'il faut comparer les choses comparables, mais là où se positionnent les logisticiens professionnels, on est sur des bâtiments dits de catégorie A, et aujourd'hui le foncier est relativement cher, tant sur Casablanca que sur l'écosystème de Tangemed. Forcément, ça influe sur le coût logistique. Il faut savoir qu'on est sur des coûts qui sont proches de ceux de la région Île-de-France. Donc, les entreprises qui viennent sur les marchés ne comprennent pas forcément cette logique de prix. Et puis, sur la partie transport, c'est le combat avec l'informel, qui est évidemment l'axe qui doit être le plus possible éradiqué.
Oui, bien entendu. Bon, on a un nouveau modèle de développement avec des axes qui s'inscrivent peut-être dans la durée jusqu'en 2035. On a cet accord logistique qui a été établi, cette stratégie logistique, je cherchais le mot, qui a été établie jusqu'en 2030. On verra si les objectifs seront tenus. Merci Nicolas Bourdon. Alors, il y a pas mal de questions qui sont déjà dans le fil, que je posais tout à l'heure à Ziad Fassifiri, puis à vous Nicolas Bourdon. Allez-y, continuez à nous envoyer vos questions. On va les poser dans quelques minutes. On a également Moustapha Dahmi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je rappelle, un directeur des risques de spécialité et développement international chez Atlanta Sanad. On va parler avec vous du secteur du transport et de la maritime à travers le regard des assureurs. Quelles ont été les mesures prises et quel a été votre ressenti, vous, de cette crise sur le secteur des transports et de la logistique? Merci beaucoup pour l'invitation que vous nous avez faite pour ce séminaire important. Juste un petit mot sur Atlanta Sanad. Atlanta Sanad, c'est la nouvelle compagnie très ancienne qui est à partir du 28 septembre, la fusion de deux compagnies pour créer le premier opérateur en assurance non-vie au Maroc, qui est Atlanta Sanad, avec une seule brand, un seul réseau. Au niveau Atlanta Sanad a deux branches à l'international. Le premier, c'est en Côte d'Ivoire, qui a été créé depuis plusieurs années. Et la dernière acquisition qui a été faite au Kenya, et pour une fois, un assureur marocain qui se développe dans l'Est africain, qui est purement anglophone. Donc, une coopération sud-sud. Oui, exactement. Peut-être il y aura des développements futurs, Inch'Allah. Pour ce qui a été fait, la compagnie, les mesures contre l'impact, il faut bien entendre que nous sommes le premier assureur dans la branche maritime, et je vais en parler après à post-fusion. Nous sommes aussi le premier assureur au service aux multinationales installées au Maroc, du fait de notre partenariat avec les plus grands assureurs mondiaux, dont Chubb, RSA, américain, anglais, Generali, Tokyo Marine, etc. Nous assurons l'ensemble des multinationales qui sont assurées par ces assureurs globaux. Le portefeuille, on a plus que 200 à 300, autour de 300 polices, donc 300 clients. Primo, le fait qu'on soit premier en logistique transport, le fait qu'on soit premier service multinational, le fait qu'on assure de très grands groupes marocains, lorsqu'il y a Covid, premier réflexe, c'est déclencher un plan de continuité. Parce que nous tenons à déclencher ce plan de continuité pour réduire tout impact sur nos clients et notamment ceux qui participent dans la chaîne logistique. Bien entendu, ces actions, elles reposent sur deux principes. Le premier, ça concerne tout ce qui est prévention et protection au niveau du personnel. Donc, tous les moyens ont été faits pour protéger, protéger et prévenir par la sensibilisation, la communication, des cafés virtuels, des newsletters de nos collaborateurs pour qu'ils soient au courant pendant la période de confinement. Et tous les moyens pour protéger nos collaborateurs ont été mis à notre disposition. Le deuxième point, c'est tous les moyens technologiques d'accompagnement pour que le plan de continuité marche, parce qu'on continue à servir nos clients, transporteurs et logiciels, pour assurer leur rôle dans l'économie marocaine, notamment mise à disposition des collaborateurs des modems, des PC portables, et nous étions très réactifs à ce niveau-là pour que pendant la période de confinement, et ça continue, pour que nos collaborateurs aient les moyens de travailler en télétravail et pour qu'il y aura moins d'impact vis-à-vis de nos clients installés au Maroc. Vers l'externe, bien entendu, nous avons participé dans le Fonds de solidarité nationale, nous avons continué les actions vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de recherche d'emploi, l'augmentation des actions de mise en relation, entre associations et partenaires via notre plateforme Ta'amnou. Puis, au niveau du secteur, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment la prorogation des polices automobiles pendant la période de Covid, la réduction des primes pendant la période de confinement pour tenir compte
tenir compte de la baisse de la sinistralité et de l'aide qui était faite donc à nos agents. Et nous avons entrepris des sensibilisations à certains de nos clients, notamment sur deux choses qui sont importantes. Le premier, c'est tout ce qui est rupture de chaîne logistique. Attention, il n'y a pas que la pandémie, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir autre chose. Il n'y a pas que cette crise-là. Il faut que les gens soient sensibles. On a affaire à une pandémie, c'est unique. Ce n'est pas une épidémie qui est contenue dans un endroit précis, mais il n'y a pas que ces risques-là. Nous avons sensibilisé nos clients. Attention, industrie, attention à la rupture de la chaîne logistique due à un phénomène X, un événement qui peut être humain ou naturel. Et surtout, les pertes d'exploitation qui peuvent être consécutives. Et nous avons aussi sensibilisé sur les extensions qui peuvent être données pour réduire cette perte d'exploitation par des garanties telles que les carences fournisseurs, clients, le retard, la possibilité d'accès. Nous avons aussi, parce que c'est une période très sensible, du jour au lendemain, tout le monde commence à utiliser l'outil informatique. Ça a créé beaucoup de risques pour tout le monde et c'est l'occasion de dire aux gens, attention, on parle externalisation, warehousing, sécurité des données, etc., ce qui génère de nouveaux risques et le risque le plus grave, c'est le cyber risk. Ça, nous avons sensibilisé nos clients sur ça. En ce qui concerne minimiser les conséquences de telles crises, il y a trois choses pour le domaine logistique et transport. Primo, la connaissance de ces risques. Les gens ont l'impression que c'est la banque, compagnie d'assurance et certains organismes qui sont suivis par l'organisme financier qui ont l'obligation de faire une cartographie de risque. Le secteur transport, il est important que le secteur transport soit sensibilisé pour qu'il fasse une connaissance de ces risques, de faire nécessaire une cartographie de ces risques. Je rappelle que le risque, c'est deux variables, c'est l'importance, c'est la fréquence. Je rappelle aussi qui est important, c'est que tous les risques ne sont pas assurables. Seuls les risques qui ont une probabilité entre 0 et 1 sont assurables. Donc, la connaissance de ces risques, c'est très important. Prenons un freight forwarder qui stocke, ce n'est pas un freight forwarder qui ne stocke pas. Un logisticien qui fait de l'étiquetage, qui ne fait pas de stockage, ce n'est pas un logisticien qui fait de l'étiquetage et du stock. Les risques ne sont pas les mêmes. Ce qui fait les contrats, les couvertures ne peuvent pas être les mêmes. On parle de plus en plus externalisation, warehousing, c'est quelque chose qui est lié à l'informatique et ça crée aussi de nouveaux risques. De nouvelles lignes maritimes, c'est unique. Tanger-Med, Angleterre, on a l'habitude de traverser le Méditerranée, c'est pour la première fois. Ça crée de nouveaux risques. Puis après, le deuxième point, et M. Bourdon en a parlé, après la connaissance de risque, il faut signer de bons contrats. Signer des contrats de transport clairs, en connaissance de cause. Et faire appel éventuellement à son assureur, au service juridique, ou faire appel aussi à un avocat spécialisé en transport. Il ne faut pas que le contrat de transport, il faut que ce soit un contrat bien fait en connaissance de cause, ce qui est assurable, ce qui n'est pas assurable, ce qui est exigé, ce qui est inférieur à la franchise, ce qui peut être supérieur. Certains opérateurs exigent certaines clauses assurance et quand on a ces clauses-là, il faut faire appel à son intermédiaire, à son assureur pour dire qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut assurer? Est-ce qu'on ne peut pas assurer? Comment est-ce que je signe? Je ne signe pas. Ça, c'est important. Il faut avoir des contrats de transport clairs. Nous avons des modèles qui existent à l'international, en français, en anglais. Les multinationales ont la chance d'avoir des modèles à eux, mais il faut qu'ils soient, même s'ils ont des modèles à eux, il faut que ce soit adapté au contexte marocain. Et après, une fois qu'on a contrat clair, on a identifié ces risques, on connaît ce qui est assuré, ce qui n'est pas assurable, ce qui n'est pas assurable, ce qui n'est pas assurable. Il faut acheter des contrats d'assurance. Il y a en période de crise, surtout en transport logistique. Moi, quand on dit transport logistique, je parle de problème rupture chez le logistique, qui rupture chez le logistique, qui peut toucher le citoyen, qui peut toucher l'industriel. Il y a une coupure. Qui dit coupure dit dommage. Non-livraison du marchandise, la non-production, du chômage, etc. Les contrats plus importants dans ce cadre-là,
que le logisticien de transport doit faire attention. Primo, c'est le contrat de dommage au bien. Contrat de dommage au bien, quand on fait du warehousing ou du stockage, il faut faire attention. Il faut avoir les bonnes couvertures en incendie. Mais surtout, il faut assurer les bons montants. Et les bons montants, c'est le maximum qu'on peut avoir dans un stockage à l'instant T. Sinon, s'il y a un sinistre entre-temps, vous serez responsable d'une quotité et l'application de la règle proportionnelle des capitaux. Ça, c'est important. Connaître ses risques et les assurer. Puis après, il faut aussi assurer sa responsabilité vis-à-vis de son client. Transporteur, logisticien, responsable de son client, il y en a deux. Il y a la première qui est ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, qui est liée au contrat, qui peut être un contrat international de type CMR ou qui est lié au contrat de transport avec ses clauses. Responsabilité contractuelle qu'il faut assurer. Puis après cette responsabilité contractuelle, il faut assurer sa responsabilité civile professionnelle qui couvre l'erreur ou l'omission qui conduit à un préjudice immatériel causé à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui, au lieu chez Timar, si nous prenons un exemple, qui, au lieu d'envoyer une marchandise à Renault-Tanger, il y a un oubli d'étiquetage qui a amené à ce que cette marchandise, il est envoyé au Jeddah ou à Agadir, ce qui porte un préjudice de responsabilité professionnelle au client dont le transporteur ou le freight forwarder ou le commissionnaire est le responsable. Et après, il y a l'autre volet de responsabilité, c'est la responsabilité du dirigeant. Responsable dirigeant, quelque chose qui est de plus en plus avec l'arrivée des fonds, l'arrivée des actionnaires internationaux, l'arrivée et l'obligation d'avoir des administrateurs indépendants. Ces gens-là doivent être couverts pour leur responsabilité en tant que dirigeants. À noter rien que pendant le Covid, rien que AIG, ils ont eu 53 000 sinistres liés au Covid. Quand je parlais tout à l'heure que la compagnie il a mis à notre disposition tous les moyens de protection et de prévention, on peut porter plainte contre quelqu'un en tant que dirigeant pour la non mise à disposition les moyens pour protéger en tant que dirigeant. C'est une faute de dirigeant. Et ça se couvre dans le cadre d'une garantie qu'on a présentée à beaucoup de nos clients, surtout en période de crise, qui dit période de crise dit période de crise, problèmes financiers, etc. Comme quoi la responsabilité du dirigeant peut être engagée à n'importe quel moment, auquel cas le produit existe, il existe au Maroc, qui est le produit dirigeant aux mandataires sociaux. En anglais, D1. Le dernier pour lequel on a sensibilisé les gens, c'est que, et c'est des produits qu'on peut offrir, c'est qu'au Maroc, Covid, du jour au lendemain, on commence à payer plus par carte. On a commencé plus à faire se servir de Jumia, de Glovo, etc. Ce qui fait, on donne des données personnelles, on donne des données d'entreprise, et il faut couvrir contre la fuite de données et couvrir ces fuites de données par des polices cyber. Il faut noter que chaque 11 secondes, il y a un ransomware donc, chaque 11 secondes, il y a quelqu'un qui attaque un système informatique qui demande un rançon à quelqu'un. Pour ce qui est de l'innovation, l'innovation passera forcément par une digitalisation. Mise, digitalisation, externalisation, plus de délégation, qui permet non seulement des consultations, téléchargement de contrats, la dématérialisation des documents. Nous devons travailler tous sur dématérialiser les documents, attestation automobile, qui n'est pas le cas pour l'instant, les cartes grises, les certificats d'assurance, mise en place de e-constat, tous les moyens qui vont permettre à utiliser l'outil informatique et faciliter le travail aux citoyens et à l'entreprise marocaine. Et après, sensibiliser l'entreprise. Attention, le Covid, il a montré que nous devons tous avoir des plans de continuité. Il y a problème, il faut trouver une solution. Ça, il faut que ce soit prévu autant que possible. Problème sur quelle est l'alternative. Il faut que les gens soient conscients, il y a risque, quand les risques arrivent, il faut trouver une solution. Après, il y a l'innovation qu'on peut avoir en matière de couverture d'assurance nouvelle, incluant le Covid ou les variantes Covid. Ça, nous devons travailler sur ça. Et après, il y a les couvertures
de type mandataires sociaux, RC Environnement et Cyber, qui sont des risques émergents sur lesquels nous devons travailler pour trouver des solutions à nos entreprises marocaines et multinationales qui sont installées au Maroc. Pour terminer, nous avons, post-fusion, pensé qu'il fallait que notre département maritime et transport change de nom. Et nous sommes les premiers à le faire changer. Il est devenu transport et logistique, parce qu'on connaît très bien l'importance des métiers de la logistique. C'est des choses nouvelles qui créent de nouveaux risques pour lesquels nous devons non seulement trouver une solution assurantielle, mais aussi aider nos clients dans la gestion de leurs contrats, dans leur transfert de risque. Et je vous remercie. Merci Moustapha Darni. Alors peut-être une précision sur ce changement de nom, de dénomination qui a été fait. Ça a été effectué quand par rapport au secteur du transport et logistique? Post-fusion, on a réfléchi avant quel est le développement qu'on peut amener pour on avait le classique département maritime, et on a pensé comme quoi on avait déjà l'un des premiers produits en logistique pour assurer le freight forwarder depuis plusieurs années. Nous sommes l'assureur aussi des conciliateurs de navires et agents maritimes, et on a pensé que le département maritime, notre département maritime, il doit changer de nom pour anglais transport, qui inclut, quand on dit transport, il inclut maritime, fluvial et aérien, et aussi ajouter le mot logistique. Pourquoi le logistique? On parle externalisation. Il faut qu'on trouve des solutions assurantielles. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'étiquetage, warehousing, il faut trouver une solution. Ce n'est pas une couverture. On sait très bien qu'on couvre l'incendie, oui, mais il faut qu'il ait aussi l'accès. Il faut aussi qu'il ait l'accès. Et le marchandise à l'intérieur qui tombe, ce n'est pas de l'assurance classique. Il faut que vous ayez une responsabilité dépositaire au contractuel. Il faut penser à tout ça. De nouveaux risques de logisticiens, il faut leur trouver des solutions adaptées et créer des packages dans lesquels on peut couvrir l'ensemble des risques assurables pour un client qui travaille dans la chaîne logistique, de façon générale. Quel est votre regard sur cette crise? Quel a été, par exemple, le taux de sinistralité dans le secteur du transport et logistique ici au Maroc? Est-ce que c'est un secteur qui a bien résisté par rapport à d'autres secteurs au niveau de l'économie nationale, ou est-ce que c'est un des moins bons élèves, malheureusement? Nous n'avons pas de statistiques précises sur ça. Mais ce qu'on sait, c'est que pendant la période de confinement, il y avait une baisse de sinistralité. Néanmoins, malgré qu'il y ait une baisse de sinistralité, notamment en automobile, néanmoins, toute l'activité économique des transporteurs ont continué à travailler. Tout le monde a continué à travailler. Il y a certes une baisse, mais les gens, ils ont commencé à travailler normalement. Vous n'avez pas de remarques particulières à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on va entamer la séance des questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées ce soir. J'ai peut-être commencé avec vous, Zied Fassifiri, mais il y a beaucoup de questions, donc je vous ferai bien sûr réagir chacun de vous trois dans la foulée quand cela se prête bien évidemment à vos compétences. Je disais beaucoup de questions vous concernant notamment, donc Zied Fassifiri, on a deux questions de Nabil qui se posent finalement la question des procédures, hein, quelles vont être les procédures et les formalités portuaires sur le ou les ports anglais dès le débarquement jusqu'à la sortie du port pour les entreprises marocaines qui sont arrivées. Les procédures sont pareilles. Bon, ils avaient mis le permis Kent, qu'ils appelaient le permis Kent, qui était en fait un permis pour exporter de l'Angleterre vers d'autres pays, qu'ils avaient commencé juste à la fin c'est-à-dire le 1er janvier 2021 avec le Brexit, mais il a été enlevé. Donc, les procédures sont allégées, mais elles sont complètement normales. En fait, le fait de transporter entre le Maroc et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, fait qu'on a moins de procédures, étant donné que si on passe par route et qu'on passe par l'Europe, on double les procédures étant donné qu'on passe par l'Union européenne. Donc, c'est une procédure. Et encore une fois, à l'entrée de la Grande-Bretagne, encore une fois, une autre procédure. Donc, nous pensons qu'ils sont simplifiés à ce niveau-là. Mais au niveau du Royaume-Uni, les procédures sont bien sûr internes, étant donné qu'ils ont quitté l'Union européenne, mais il reste encore des procédures et qui sont complètement normales, de normes, etc. La durée d'attente au sein du port est de combien environ? On débat au Maroc.
pour ce qu'on a prévu, c'est qu'à peu près 6 heures pour embarquer les camions sur le bateau. Et de l'autre côté, c'est-à-dire au port de Poule, on a à peu près 4h30 pour décharger la totalité. Après, nous sommes au port de Poule qui est très proche des réseaux routiers. Donc, on est presque sur une highway, sur une autoroute. Donc, les marchandises sortent beaucoup plus rapidement. Et c'est ça, en fait, quelque part, le point important dans United Seaways de ce côté-ci. Alors, on a une question de Kamal qui se pose la question suivante. Est-ce qu'il y aura une connexion Paul-Tangemed avec Gibraltar en Ro-Ro-Pax? Oui, c'est déjà, on y a pensé et sûrement qu'on va le faire. Et effectivement, mais ça serait plus sur des chemins retour où un bateau pourrait s'arrêter, justement, à Gibraltar avant de revenir sur le port de Tangemed. Effectivement. Vous avez déclaré, Zed Fassiferi, dans l'une de vos interviews que les fruits et que les légumes qui constituent donc la majorité des exportations marocaines pour l'instant vers le Royaume-Uni étaient donc largement dominants. Est-ce que les contrôles aux frontières, justement, qui doivent commencer en juillet, peuvent provoquer des perturbations dans l'industrie ou pas? C'est-à-dire des perturbations au niveau à l'arrivée, c'est-à-dire non, pas plus que ça. En Angleterre, ils se sont adaptés. Comme on sait, ils sont en train de se réinventer. Donc, effectivement, les procédures douanières ne sont les plus simples possibles. On a de très, très bons contacts, on va dire, avec les autorités du port de Poule qui nous ont permis de mettre en place tout ce qu'il y a à faire pour sortir les produits dans les meilleures conditions. Et bien sûr, les contrôles sanitaires seraient effectués dans des temps à partie intéressants. Nicolas Bourdon, au niveau des exportations vers l'Union européenne ou vers la Grande-Bretagne, comment ça se déroule en ce moment, là, depuis quelques mois, depuis cette crise Covid? Ça repart? Il y a un sentiment que la reprise est là? Écoutez, moi, je m'occupe au sein de Timar des activités de warehousing et de distribution, donc j'ai pas des indicateurs précis à vous donner de ce point de vue. Tout est fragile aujourd'hui. C'est ça, je pense que ma réponse serait celle-ci, c'est qu'aujourd'hui on travaille dans un monde nouveau et que les projets qui étaient des projets 2020 sont des projets qui sont soit retardés, soit annulés, soit des nouveaux projets à transformer. Voilà, on vit dans un nouveau monde et l'adaptabilité est plus que nécessaire. Et aujourd'hui, la durée des contrats les contrats qui étaient des contrats longue durée sont des contrats plus courts dans l'avenir. Je pense qu'il faut être clair. Donc, un indicateur de flux, je ne l'ai pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous vigilants sur les aspects importants qui n'a pas été évoqué, je pense, par ces Mostafa, c'est la partie recouvrement. Oui. Sur lequel on a beaucoup travaillé. On parlait de digitalisation tout à l'heure. Ça, c'est un sujet qu'on a digitalisé, qu'on a vraiment processé en profondeur pour que chaque acteur du process de recouvrement, parce que ça part du commercial à l'exploitation, à un service recouvrement, parce qu'on est doté d'un service recouvrement, et la communication est essentielle. Donc, c'est un sujet que nous, on a digitalisé en profondeur pour à la fois travailler le contrat et l'ouverture du compte du client en amont et bien choisir nos clients parce que c'est aussi un contexte économique qui est fragile, donc le choix des clients est important et ensuite pour pouvoir recouvrer nos créances en temps et en heure en tenant compte évidemment des particularités et des difficultés que peuvent avoir nos clients. Moustapha Damni, sur la partie recouvrement, est-ce que vous avez des conseils à donner aux entreprises, peut-être à des acteurs privés qui nous écoutent ce soir? En interne, nos relations avec le courtage et les agents généraux, nous avons mis en place des systèmes de e-recouvrement pour éviter que les choses se fassent pas par d'euros, mais par via le système informatique. Au niveau de nos clients, certes, pendant le Covid, nous, on a suivi le marché, les instructions de la KPS vis-à-vis de nos clients. Certains clients, notamment au BTP, il y avait des facilités de report de leur contrat en matière de prorogation qui étaient faites gratuitement, etc. Mais on était conscient
qu'on traite client par client. Zayed Fassifiri, on a d'autres questions qui vous concernent. Alors, c'est vrai que vous parliez de vos lignes maritimes qui vont d'abord s'attacher au secteur de l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient venir dans le futur? C'est des options envisagées? Oui, alors on l'envisage au sein de United Seaways, on y pense fortement. Mais effectivement, quand on passe dans le transport si je puis dire, de voyageurs, ou en tout cas de personnes, et pas de marchandises, on passe dans une autre catégorie, on est dans un autre métier. Mais effectivement, on le fait déjà ailleurs. Et effectivement, pour moi, personnellement, il y aurait une ligne qui serait intéressante, et notamment par rapport au tourisme. On voit aussi que du côté de ce côté-ci, beaucoup, et on a été contacté dans ce sens-là, il y a beaucoup de gens au Royaume-Uni qui voyagent en caravane, etc., qui pourraient venir, et ce flux est très intéressant. On sait qu'au Maroc, au niveau du tourisme, de ce côté-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, on y pense, et je pense aussi qu'il y a réellement un marché de ce côté-là. Alors, Nicolas Bourdon, on a une question pour vous qui vient de Rachida, qui nous demande dans quelle mesure l'innovation en logistique a permis de pousser les entreprises marocaines à externaliser leurs fonctions ces derniers mois. C'est pas le fait je pense le gros dossier qu'on a récupéré est pas un dossier lié à comment dirais-je, au Covid particulièrement. C'est un processus qui était déjà engagé. Ça a fortement marqué l'entreprise puisque c'est un gros dossier qu'on a démarré en plein Covid. Voilà, donc ça a marqué beaucoup l'entreprise parce qu'il a fallu se mobiliser et dans un contexte de réduction des flux pour toute l'entreprise Timar. On était, nous, dans un contexte de warehousing où on était dans un effet inverse, où on était en croissance. Donc, c'est pas l'effet, pour répondre à Rachida, c'est pas l'effet Covid pour l'exemple auquel je pensais, mais plutôt un fait marquant de l'entreprise. Voilà. On a parlé beaucoup du Brexit ce soir. Il y a des questions sur la SDECA, enfin la zone de libre-échange continentale économique africaine. Quel regard vous portez sur cette zone, Nicolas Bourdon? Je ne vous ai pas entendu. Alors, je disais, on a beaucoup parlé du Brexit. Il y a aussi la SDECA qui a des questions sur la zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise en place et qui est mise en place progressivement depuis janvier. Ça, ce sont des opportunités à saisir à l'avenir pour le transport, pour le logistique. Moi, ce que je vois à mon niveau, c'est que aujourd'hui, nous, on est pour des clients très, très internationaux, le hub Afrique francophone au départ du port de Tangimed. Et il est clair que l'effet Brexit est une opportunité pour les entreprises britanniques que de venir installer un stock de proximité sur l'Afrique. Et les infrastructures de Tangimed sont magnifiques. Elles n'ont rien à envier à quelconque pays dans le monde, tant sur le plan du port que sur les installations logistiques. Et c'est une zone franche, donc c'est des statuts qui sont complexes et Dieu sait que avec les années, les équipes de Tangimed ont fait des efforts très importants pour fluidifier les opérations et aujourd'hui, on a une vraie vitrine et une capacité à accompagner le développement des multinationales qui voudraient rapprocher leur stock des pays d'Afrique. Justement, c'est intéressant. On peut se poser la question à quoi va ressembler la logistique marocaine dans les 10 prochaines années. On a déjà, effectivement, il y a le port de Tangimed qui est la référence nationale et internationale, mais il y a Agadir, on parle du port de Darla. Il y a encore beaucoup à faire en matière de construction en termes de réseau de zones logistiques. Je ne sais pas si vous voulez, Nicolas Bourdon, Moustapha Damni ou Zayed Fassifiri nous parler justement de ces défis-là, parce que ce sont des défis assez importants qui ont pris un peu de retard, mais qui risquent d'être dynamisés peut-être dans les prochaines années. Il est clair que de toutes les façons, on le sait tous, je vais enfoncer des portes ouvertes, le Maroc a un positionnement géostratégique qui est idéal. Il est à la porte de l'Europe, il est à la porte du continent africain, il est en Afrique, nous sommes africains. L'Afrique est un continent. Le Maroc a une position longitudinale
avec ce qu'on appelle un Y logistique. C'est un peu la forme du Maroc. Il a un Y logistique avec un axe Dakhla, Laayoune, Tanger et un Y qui nous emmène sur l'oriental. Il est évident que tout ne se résume pas à Tanger-Med et qu'il y a des opportunités pour se rapprocher d'autres zones. Et les différents ports que vous avez cités sont des zones qui seront en développement. C'est évident. On peut pas tout concentrer sur certaines zones. C'est une logistique de flux. Donc il y aura évidemment des opportunités régionales sur le fruits et légumes, sur les régions du sud, sur le poisson, voilà. En tout cas, ça fait une quinzaine d'années que je suis maintenant au Maroc et durablement, puisque mon épouse est marocaine et mon fils est né ici. J'ai eu la chance on partage ça en commun alors. On a plein de choses à partager. Non, mais très sérieusement, c'est fantastique ce qui s'est passé en matière de logistique. Moi, je suis arrivé au Maroc avec une expérience opérationnelle venant de la grande distribution en matière de logistique, où j'ai eu la chance de faire plein de métiers très techniques et de management. Et j'ai eu la chance de mettre les pieds dans un pays qui vit une transformation logistique en profondeur. On l'oublie, mais quand on voit tous les chantiers des autoroutes qui ont été faits, quand on voit l'émergence du port de Tanger-Med, quand on voit l'émergence du tissu automobile, quand on voit l'émergence du tissu aéronautique, et j'en oublie, pardon, mais c'est fantastique ce qu'on est en train de vivre. Et moi, je le vois rien que sur le capital humain auquel je tiens beaucoup parce que c'est des métiers d'hommes sur ce qu'on fait vivre aujourd'hui. On ne trouvait pas de profil de logistique il y a quelques années, en tout cas comme moi je l'entendais, puisque je venais à un niveau de maturité différent, on va dire, sans aucun jugement. Et aujourd'hui, il y a des profils d'excellence au Maroc et qui partent même pour certains sur les pays d'Afrique de l'Ouest pour accompagner le courant d'affaires. Donc et la digitalisation, il y a des success stories qui sont en train de naître sur des entreprises, des PME marocaines qui sont en train font partie de nos partenaires aussi, qui depuis le Maroc ont un rayonnement, on peut dire presque mondial. La demande en e-commerce a été multipliée par X ces derniers mois. Il y a une forte demande. Oui, il y a une forte demande. Alors, ce qui est assez caractéristique de mon point de vue, je ne prétends pas avoir un jugement général, mais aujourd'hui, le e-commerce se développe plutôt au travers du e-commerçant qui va créer sa propre organisation logistique parce que la gestion du dernier kilomètre est encore défaillante. Ouais. Et pardon pour les acteurs qui sont leaders aujourd'hui sur ce métier du dernier kilomètre, parce que c'est un métier qui est très complexe, qui a un geste bien particulier où il faut parfois récupérer l'argent et le ramener par différentes voies jusqu'au propriétaire de la marchandise. Il faut identifier le lieu de livraison du client final et tout ça avec de l'information du consommateur final, donc qui est très complexe à gérer. Donc il y a un vrai virage et là je pense que le virage est pas simple pour nos amis transporteurs classiques du dernier, enfin en tout cas de conventionnel sur la partie domestique. Le virage est assez difficile et encore une fois je pense que les logisticiens d'entreposage sont plutôt prêts, même si c'est un geste bien différent de préparer une commande d'unités, préparer des centaines, voire des milliers de commandes d'unités chaque jour. C'est un geste d'entreposage qu'on organise, c'est des zones bien spécifiques. Et le geste du dernier kilomètre, c'est vraiment la difficulté et le maillage nécessaire pour optimiser les flux et gagner de l'argent. Parce qu'accessoirement, il faut que les organisateurs de transport gagnent de l'argent. Même si ce sont des métiers qui sont émergents, ça demande beaucoup d'efforts en matière de virage technologique et en matière de maillage transport pour avoir une rentabilité. Donc le virage est enclenché, le commerce est effectivement en plein développement, pour la rentabilité, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait au rendez-vous pour les organisations de transport. Il y a une question qui vient de tomber, alors je n'ai pas le nom là sous les yeux, mais on vous demande, Nicolas Bourdon et puis peut-être Ziad Fassifiri, est-ce que vous pensez que les grandes entreprises, les grands prestataires logistiques au Maroc sont prêts à transférer leur expérience
leur système de connaissances au niveau tissu pardon, du transport logisticien pour éradiquer entre guillemets l'informel? J'ai envie de dire, si je situe Timar au niveau des multinationales et au même niveau, je pense qu'on est dans un monde collaboratif et de confiance. Et je pense qu'on n'a rien compris si on a des choses à cacher. Faire venir les entreprises chez nous, c'est se faire confiance, donc c'est partager. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais moi, je fonctionne comme ça aujourd'hui avec mes équipes, dans la transparence et dans la vision partagée. Et c'est la même chose avec nos clients. On est dans un monde qui est difficile, sans vision, qui est perturbé par du Covid, par des événements climatiques, par plein de choses. On doit créer des climats de confiance, que ce soit en interne ou en externe. Voilà. Vas-y, Firi. Après, est-ce que les multinationales ont plus de compétences que les entreprises marocaines? Moi, je crois qu'encore une fois, le capital humain, il se transfère. Effectivement, beaucoup de logisticiens ont appris dans les multinationales et les PME marocaines demandent aussi à grandir et je pense qu'elles sont celles qui auront compris qu'il faut investir dans le capital humain en matière de logistique, récupéreront des gens issus de ces milieux et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, si je devais dire quelque chose, moi je dirais que quelque part, le partage des connaissances du digital peut-être pourrait faire progresser ce secteur de l'informel ou même tous ces petits transporteurs et qui pourraient quelque part s'intégrer dans un système un peu plus global et même aider même au niveau comme vous disiez Nicolas, au niveau du dernier kilomètre aussi avantageux de ce côté, je pense. On a une question concernant l'assurance, Mustapha Damni, une question de Saïd qui nous dit que selon lui, la logistique et le transport au Maroc souffrent d'un problème majeur lié à l'assurance. Il dit que les assurances marocaines n'accompagnent pas les entreprises en termes notamment de conseils et d'accompagnement en cas de sinistre. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous, ou pas? Il ne faut pas parler de sinistre d'abord, il faut parler d'abord contrat d'assurance. Tout à l'heure, quand j'ai dit cartographier les risques et la connaissance des risques et avoir des contrats, ça commence là. Ça commence au début. Quand on fait un contrat de transport, on refait un autre contrat de transport, l'une n'est pas comme l'autre. Et quand on transporte marchandises, je disais tout à l'heure, transport d'une grue, ce n'est pas le transport de conteneurs. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même risque. Ce n'est pas le même bateau. Donc, il faut d'abord que les contrats ou les packages, il faut trouver une solution assurantielle pour pouvoir avoir les garanties adéquates par rapport au risque. En transport maritime ou en transport terrestre, y compris l'international, la majorité de contrats, on avait l'habitude il y a accident, on couvre la marchandise, le conteneur, etc. Très rare ceux qui parlent logistique, qui parlent responsabilité client, qui découle des risques de la non-exécution ou la mauvaise exécution d'un contrat de transport. Très rare qu'on parle de responsabilité professionnelle. Ce n'est pas du classique. Nous, on a dit qu'on a changé le départ pour que ça devienne transport et logistique. C'est pour avoir les moyens, et nous avons les partenaires internationaux, qu'ils soient américains, australiens, anglais ou français, qui vont nous aider à mettre en place un certain nombre de produits et de solutions pour nos clients, à l'instar de ce qui s'est fait sur le multinational. Juste par rapport, tout à l'heure, j'ajouterai un mot par rapport au développement, notamment portuaire, développement d'autoroutes et de routes. Nous avons la chance d'être le premier à être dans le circuit. On construit un port, donc on assure un port. Une fois que le port il est fait, on a besoin de quoi? On a besoin de remorquage, on a l'expérience pour le remorquage, on a besoin de dragage, on a l'expérience pour le dragage, puis on a besoin des terminaux conteneurs ou des stockages de gaz, etc. Et tout ça crée aussi, on ne construit pas un port pour qu'il soit un port, on construit un port avec une zone portuaire et un écosystème à côté. C'est là on profite, un écosystème à côté. Et tout ça, ça crée du warehousing pour lequel c'est des risques particuliers
Vous prenez de la marchandise, vous la stockez qui tombe, ce n'est pas de l'assurance classique. C'est de la responsabilité dépositaire, c'est de la responsabilité contractuelle. Et tout ça, les gens ne le connaissent pas. Les gens, même au niveau ils disent tout à l'heure, j'ai parlé, les gens qui font du stockage. On dommage aux biens, et j'en ai vu des litiges chez des transitaires, etc., qui stockent, et la marchandise qui est stockée, ils prennent la valeur la plus faible pendant l'année. Le jour où il y a un sinistre, malheureusement, c'est la valeur la plus élevée. C'est normal qu'on va créer, il y aura un problème. La loi, nous permet d'appliquer la règle proportionnelle des capitaux, qui va le sanctionner. Mais lui, il a fait ça pour réduire son budget d'assurance, auquel cas il a un problème avec son client. Nous sommes là, avant de parler sinistre, de trouver des solutions. Et ces solutions conduisent à des indemnisations. Si la solution n'est pas là, bien entendu que le gars, en cas de sinistre, il va se poser des questions. Messieurs, qui veut parler de la crise des conteneurs? On a une question intéressante et on a eu beaucoup de questions justement sur cette crise des conteneurs. C'est une question de Abdel Fattah qui nous dit le manque de conteneurs qui sont éparpillés un peu partout depuis la crise du Covid et puis la reprise molle des sociétés de transport maritime ont fait monter les coûts de transport, voilà ce qu'il nous dit. Et puis ensuite les prix de certains éléments de base, ainsi que la matière première qui s'est répercutée sur les prix des produits finis. Combien de temps ça va durer? C'est la question qu'il se pose. Est-ce que la situation commence à s'atténuer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un spécialiste sur le marché des conteneurs? Est-ce que M. Moustapha Damni, dans le domaine de l'assurance, peut nous en parler un petit peu? Nous, on est assureur en cas de dommage de conteneur avec sa marchandise. Oui. Lorsqu'il y a un transport avec conteneur qui tombe en mer, nous sommes là pour ça, mais pas pour trouver un conteneur. Nicolas Bourdon, vous essayez de faciliter? Oui, bon, effectivement, il y a la crise du conteneur, parce que bon, il se raréfie, effectivement, plusieurs conteneurs ont été quelque part un petit peu perdus, donc la valeur même du conteneur a augmenté, mais on voit, c'est aussi inhérent à la crise du Covid. Quelque part, il y a, je sais pas exactement, mais il n'y a pas si longtemps que ça, la problématique sur le bateau sur Suez, enfin sur le canal de Suez, a fait quelque part même une augmentation des coûts mondiale pour le conteneur. Donc, effectivement, est-ce que ça serait plus de la spéculation qu'autre chose? Ça serait aussi possible. Est-ce que réellement il y a une crise de conteneurs, vu le nombre qui existe, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est raréfié? Je ne le pense pas, mais ça se dit. C'est surtout, c'est par rapport au transport et tous ces embouteillages, ou en tout cas toutes ces problématiques de transport qui ont existé en Europe ou ailleurs avec le Covid, qui ont créé cette crise du conteneur et pas autre chose, je pense. Je pense en tout cas. J'espère avoir répondu en tout cas comme je peux, mais voilà. Je compléterai la vision. Je ne suis pas non plus un spécialiste du maritime et du conteneur, mais c'est sûr que la crise a créé des déséquilibres de flux sur des zones qui sont plus consommatrices que le Maroc. Et donc, il y a eu des priorités qui ont été données à d'autres pays et donc à d'autres lignes maritimes, ce qui a provoqué Alors après, on peut parler de spéculation. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu fort, mais j'en pense pas moins. En tout cas, c'est clair que le marché du maritime est dominé par des compagnies maritimes qui sont connues. Et effectivement, ils sont en position dominante. Donc après, c'est l'offre et la demande. Mais je pense qu'il faut regarder un peu plus loin. Les marchés vont se rééquilibrer. C'est évident que c'est très douloureux pour le portefeuille des entreprises marocaines et celles qui exportent au Maroc. Alors, on a un problème de connexion avec Nicolas Bourdon. On a une question pour vous, Ziad Fassifiri. Alors, je n'arrive pas à retrouver le prénom de la personne qui pose la question, mais qui se demandait est-ce que une de vos lignes, je rappelle, première ouverture le 4 septembre prochain, passerait par le Portugal ou pas? Alors, non, pas pour l'instant, mais effectivement, bon, on a déjà pensé à ce genre enfin, en parlant en caucus au sein de United Seaways, on y a déjà pensé, effectivement. Mais pour nous, le Portugal, on va dire, c'est assez proche. Les lignes, on va dire, qui existent déjà, qui vont vers l'Espagne, sont déjà assez efficientes pour le Portugal. Mais effectivement, il y aurait peut-être un marché de ce côté-ci. Plus il y a de connexions et plus les flux se créent. Donc, oui, effectivement. Et d'ailleurs,
je pense à titre personnel que peut-être qu'il faudrait augmenter les relations entre le Maroc et le Portugal, parce que de ce côté-ci, peut-être qu'il y aurait un déficit par rapport, par exemple, au pays voisin qui est l'Espagne, pour équilibrer les choses quelque part. Nicolas Bourdon, on a une question pour vous, une question de Ali qui nous dit c'est une question technique, ça concerne l'entrepôt TFZ. Comment ça marche en termes de circuit d'importation et livraison pour un client final au sein de TFZ chez Timar? Alors, tout ce qui est livraison au sein de la TFZ, on est présent au sein du tissu économique de Tangemed, dans le port de Tangemed. Tout ce qui est livraison au départ de Tangemed il faut savoir que le port de Tangemed permet de livrer sans limite de flux l'ensemble des zones franches du Maroc. Et le port de Tangemed permet de livrer aussi le tissu économique marocain et donc sans limite de flux. Pour ce qui est on est aussi présent dans la TFZ avec un entrepôt donc en zone franche, et donc ce tissu économique permet au départ de cet entrepôt, donc c'est du magasin avancé fournisseur essentiellement, on peut livrer uniquement les clients figurant en zone franche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas livrer le Maroc. On ne peut pas livrer une entreprise de droit marocain à Casablanca au départ d'une zone industrielle telle que la TFZ. Voilà. Je pense que c'est le sens de la personne. Vous pouvez lui donner mes coordonnées si c'est vraiment une question technique. On a une question de Nourdine Dib qui nous dit: est-ce que vous nous confirmez que les transporteurs routiers, notamment ceux du dernier kilomètre, sont en retard et en déphasage par rapport aux logisticiens, avec votre avis? D'abord, je salue Nourdine qui me reconnaîtra, qui connaît déjà la réponse, mais je pense qu'il veut l'entendre. Non, moi je le dirais plutôt de manière, il faut rappeler quand même que on est dans une vraie transformation logistique. Il faut regarder l'échelle du temps et que les infrastructures ont évolué, les logisticiens ont beaucoup évolué. Il y avait peu de logisticiens encore il y a une dizaine d'années. Les transporteurs ont aussi beaucoup évolué et ils ont encore à évoluer. Donc oui, ils sont d'une manière générale en retard. Maintenant, le métier, la digitalisation va très très vite. Et je pense que le retard sera rapidement comblé si tant est que les entreprises considèrent que c'est vraiment quelque chose de stratégique. Et de mon point de vue, c'est très stratégique. Bon, messieurs, avant de terminer, peut-être parler d'industrie 4.0, de logistique 4.0. Zayed Fassifiri, vous voulez vous lancer dans le grand bain avant Nicolas Bourdon? Il y a une question d'Abdel Fattah qui nous dit quels sont les points développés pour le Maroc en premier au niveau de la logistique 4.0 et l'industrie 4.0 pour avoir des chaînes logistiques résilientes, performantes. Sincèrement, si je devais parler de quelque chose de ce côté-là, c'est peut-être la cybersécurité, parce que c'est à ce niveau-là que ça va se passer, et d'avoir des outils qui pourraient justement permettre une certaine sécurité de ce côté-là. Si j'avais quelque chose à dire, ça serait plus de ça, parce que le 4.0, on sait très bien que ça se passe sur le net, et c'est de ce côté-ci qu'il va falloir faire attention. Ne pas envoyer, comme disait, une marchandise ailleurs et que les choses, qu'on puisse rentrer dans les systèmes ou quoi que ce soit. Je crois que c'est si c'est une réponse qui lui suffit, mais ça serait plus la cybersécurité. Nicolas Bourdon? Ouais, je rejoins complètement Zayed. La 4.0 est intimement liée à la sécurité des données. C'est pour ça, je dirais, par opportunité et par axe stratégique de développement que je le redis, Timar est maintenant certifié ISO 28000 sur la sûreté et sécurité, et ça concerne tous les métiers de l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise. C'est très clair. Après, la digitalisation, oui, enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne sur la partie warehousing, ce qu'on souhaite, c'est développer des échanges de données plus importants encore avec nos clients, et là, l'accompagnement des PME et la maturité des entreprises marocaines est encore un petit peu en retard de ce point de vue. Merci, monsieur. Moustapha Damni, un dernier mot, peut-être pour conclure ce webinaire.
Un dernier mot, je rejoins mes collègues sur l'importance de externalisation, warehousing, e-commerce. On ne peut pas le faire sans outils informatiques. On ne peut pas le faire sans digitalisation. Et qui dit digitalisation, outils informatiques, dit données. Deux types de données, données entreprises, données personnelles, et pour lequel il faut bien gérer sa sécurité informatique et surtout trouver une solution assurantielle pour couvrir la cybercriminalité qui peut être l'attaque de données personnelles, donc peut être conforme au CNDP, la perte d'exploitation liée à un cyber qui n'est pas couvert par les contrats classiques, mais on peut trouver des solutions à ce niveau-là, au niveau assurantiel. Nicolas Bourdon, 2020, mauvaise année pour tout le monde. 2021, meilleure année? Oui, forcément une meilleure année. Je pense qu'on est amené tous à… Moi, je suis un éternel positif. Je pense que ça sert à rien de toutes les façons de regarder derrière. Ouais. Je pense que vous le sentez depuis le début de mon intervention ou de nos interventions. Moi, je crois beaucoup dans l'homme et de sa capacité à réinventer les choses. Je pense que voilà, c'est l'humain qui fera qu'on sera tous heureux, que les entreprises devront se réinventer et changer leur manière de travailler. C'est comme ça, c'est un état de fait. On ne peut pas réinventer le changement qui est en route avec plein de transformations profondes occasionnées par le Covid, mais bien d'autres choses. Donc le capital humain, encore une fois, pour moi, est le leitmotiv. Ziad Fassifiri, un dernier mot. On vous retrouve très bientôt, donc le 4 septembre. On se reverra. Donc, on commencerait le 4 septembre. Et effectivement, bon, l'année du Covid, on peut que faire mieux quelque part. C'est assez exceptionnel, de même l'histoire de l'humanité, où tout le monde d'un coup a figé. Il y a juste un an de ça, à cette même date, on était tous un peu enfermés chez nous. Donc, on espère bien que pour 2021, les choses, bien sûr, vont aller mieux et iront mieux. Après, il va falloir aussi apprendre à gérer ce genre de risque. Et là, je rejoins Sid Ahmani. Les pandémies ou autres, c'est des choses qu'il va falloir qu'on puisse vivre avec de moindres conséquences sur l'humain et sur la vie sociétale en général. On sait très bien les dégâts que le Covid a fait même de ce côté-là. C'est ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Ziad Fassifiri, je rappelle directeur général de United Seaways. Merci beaucoup, Nicolas Bourdon. Merci pour votre invitation. Directeur logistique chez Timar. Moustapha Dahni, merci également pour votre présence et participation ce soir. Merci beaucoup. Directeur des risques de spécialité et développement international chez Atlanta Sanad. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgesham. Et puis on se retrouve très bientôt pour un autre webinaire passionnant avec une autre thématique à la Bridgesham. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.